bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mercredi 25 janvier. Le cinéma ne broie plus du noir avec la sortie de blockbusters. Petites et grandes salles font un bilan plutôt positif de la fréquentation en Moselle. État des lieux dans un instant. Avez-vous déjà franchi la porte de Acasa Corsa, le Bouillon des Halles ou encore Zine Coffee? Ces 3 nouvelles enseignes ont choisi de s'installer à Metz pour s'y développer. Découvrez leur concept dans cette édition. Et puis nous partirons sur les bancs de l'ENIM, école qui participe à la Formula Student, une compétition où les futurs ingénieurs doivent concevoir un monoplace, mais cette fois-ci électrique. Côté ciel, la matinée de jeudi se déroulera sous les nuages avec des températures toujours glaciales au réveil, entre -2 et -3 degrés. Même schéma l'après-midi avec 5 degrés au plus haut. Nous évoquons régulièrement la hausse du prix des énergies, mais savez-vous que cela impacte aussi les services de l'eau et forcément le prix que vous payez en tant qu'habitant? Les syndicats et régies d'eau et d'assainissement en ont bien conscience et ont lancé une pétition pour alerter l'État sur la situation. Vincent Matélic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne, signataire entre autres de cette pétition. On va faire un état des lieux dans quelques minutes pour tout comprendre. Le temps de développer le reste de l'actualité. Après 25 jours de plan blanc, le dispositif est officiellement levé au CHR Metz-Thionville depuis ce mardi. Il avait été enclenché fin décembre puisque le centre hospitalier régional était submergé par les épidémies de grippe, Covid et bronchiolite, mais aussi par des difficultés liées au personnel. Le calme semble être revenu depuis plusieurs jours et une partie des renforts promis par la direction au début d'année a déjà été recrutée. Cette levée du plan blanc semble donc souligner un retour à la normale. Pourquoi ne pas se faire une toile? En 2022, le cinéma français comptabilisait 152 millions d'entrées, loin des chiffres avant Covid, mais synonyme d'une vraie reprise. Les blockbusters y sont pour quelque chose, mais pas que. 2022 a aussi été une année pleine, sans fermeture pour raisons sanitaires. État des lieux dans les cinémas du territoire avec Emma Facchetti. Avec ses 6 cinémas, le mastodonte Kinépolis enregistre des entrées supérieures à celles de 2021. Il faut dire que l'année 2022 a été riche. Parmi les films les plus vus, on retrouve 5 films américains: Doctor Strange, Les Mignons 2, Jurassic World, Top Gun Maverick et bien sûr Avatar. Le film aux 11 millions d'entrées est un carton plein au box-office, même dans les cinémas associatifs, comme au cinéma Union à Ars-sur-Moselle ou Marly Images à Marly. Avatar, on l'attendait comme tout le monde, mais on ne fait pas notre programmation autour d'Avatar. Il a relativement bien fonctionné. Avec ses iconiques personnages bleus, le film a boosté les cinémas de proximité, gérés par des bénévoles, même 3 semaines après sa sortie nationale. Le principe de programmation, c'est d'avoir une programmation un petit peu en décalé en 2e, 3e semaine ou 4e semaine éventuellement, qui nous permet d'avoir une possibilité pour nos spectateurs de comprendre et de savoir quels films ils vont venir voir et qui nous assure, entre guillemets, également par le biais de la programmation et de l'annonce de notre programmation, à ce que les gens puissent aller dans notre cinéma avant d'aller dans un autre cinéma voir le même film. Du côté du cinéma français, 2 autres films ont particulièrement bien fonctionné. Au cinéma d'Ars-sur-Moselle, les spectateurs se sont déplacés en nombre pour regarder la comédie Maison de retraite avec Kev Adams. À Marly Images, les cinéphiles ont préféré admirer un biopic sur une figure emblématique française. Le film qui a le plus fonctionné, c'est quand même Simone, mais comme toute l'actualité du française quand il est sorti. Là, on a rempli les salles plusieurs fois, on l'a reprogrammé. Résultat, la fréquentation des salles obscures du cinéma Union atteint 11 000 entrées en 2022. Une reprise encourageante. Nous avons constaté effectivement en 2020 et 2021 des baisses liées aux fermetures imposées du cinéma.
mais depuis les chiffres de 2019, on a retrouvé une fréquentation proche des 70%, par 75% de notre rentrée habituelle. On a constaté une fréquentation un peu plus importante, c'est les après-midi, notamment le dimanche après-midi, une séance qui est de plus en plus demandée. Pour ce début d'année, les deux cinémas de proximité comptent sur la comédie Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, pour attirer du monde dans leur salle début février. Il y a des enseignes qui quittent le centre-ville et d'autres qui s'y installent. Ainsi va la vie commerçante en ces temps de crise. Mais il semble qu'un vent de nouveautés souffle sur Metz. 3 commerces de bouche s'y sont installés il y a peu, car les gérants ont vu une opportunité pour s'y développer. C'est le constat qu'a pu faire Colline l'expert. Elle nous fait découvrir ces lieux gourmands. Troquer le soleil corse pour ouvrir une épicerie-bar au centre-ville de Metz, c'est ce qu'a fait Thierry Sisco en ce début d'année. Et pour ce grand changement, l'ancien moniteur de jet ski a bien sûr emporté des produits de son île. Ici, donc, vous avez la charcuterie corse qui vient du centre corse de Corté. Donc on a de la saucisse de porc, saucisse de sanglier, de la copa, du lonzo, de la pancetta en bas, du jambon bien évidemment, et des figadello. Mais aussi du fromage, du vin, du gin, du maquis et des douceurs à base de châtaigne, ingrédients phares de la cuisine corse. À Casa Corsa ou la Maison Corse en français, on déguste les produits sur place ou à emporter. On essaye d'amener un petit peu notre façon de vivre en Corse, c'est-à-dire voilà, si on veut passer boire juste un café et discuter un petit peu, ben, voilà, on prend ce temps-là pour discuter. On connaît tout le monde, donc on ne boit jamais un café tout seul, donc voilà. Donc essayer d'amener un petit peu cette chaleur humaine, entre guillemets, à Metz. À Casa Corsa, juste derrière moi, n'est pas le seul nouveau commerce qui vient d'ouvrir. Quelques mètres plus loin à peine se trouve le bar des Halles. Je vous y emmène. Et avec 20 couverts en salle, la réservation est de mise pour déguster la cuisine traditionnelle du bouillon des Halles, ouvert fin 2022. C'est une cantine, c'est un bar de quartier, c'est un bistrot à copains, c'est un hommage à la cuisine de ma grand-mère. Ici, on est une cuisine sans prétention, on fait des choses simples, mais on travaille très tôt le matin, on se couche très tard le soir, on veut vraiment faire un travail de restaurateur. L'objectif n'est pas d'avoir une grande carte, l'objectif est d'avoir une petite carte réduite et tous les jours on change en fonction des achats le matin. Ici, les produits sont frais, achetés quotidiennement au marché couvert à quelques pas seulement. Tu peux me mettre 10 panais de veau aussi. Et cette cuisine familiale fait recette auprès des Messins. Il y a une forte demande en tout cas pour ce genre de cuisine traditionnelle où on se lève le matin, on fait vraiment les fonds de sauce nous-mêmes. Et il y a cette recherche en fait de la simplicité maintenant. Je pense qu'ils veulent des produits authentiques, ils veulent un cadre authentique, ils veulent des gens authentiques aussi derrière. Ici on est là pour être soi-même, comme dans notre cuisine, c'est un peu brut, mais ça fait partie du charme de l'établissement, quoi. Brut, c'est aussi le concept d'usine ouvert par les gérants du Fox fin décembre. Les équipes cuisinent désormais pour leurs 2 cafés depuis cette ancienne miroiterie au charme industriel sous les yeux des clients. L'objectif de ce concept ? Proposer aux clients de venir voir l'envers du décor en toute transparence et de venir voir travailler tous ceux qui sont habituellement cachés dans l'ombre et qui ravillent leur papy tous les jours au Fox. À la carte, des gourmandises autour du pancake et surtout du café. D'ici quelques semaines, l'usine sera dotée d'un atelier de torréfaction et espère ravir les amateurs de grains venus de tout horizon. Manger une planche, un repas familial ou simplement un goûter, les nouveaux coins pour se restaurer ne manquent pas au centre-ville. Et cette année 2023 s'annonce vraiment gourmande à Metz. Pas de pause gourmande, mais une compétition de haut niveau pour l'ENIM, l'École nationale d'ingénieurs de Metz. Cette année encore, elle s'inscrit parmi les 5 écoles françaises qui participent à la Formula Student, une compétition qui offre l'opportunité aux étudiants ingénieurs du monde entier de développer leurs connaissances en conception, en fabrication, en marketing, à travers la conception d'un monoplace. Jusqu'à maintenant, il était imaginé en thermique. Le défi de cette année est de le penser à l'électrique. Retour sur le projet Taranis avec Aymeric Guillaume. Ils sont une vingtaine à s'employer afin de se tenir prêts sur la ligne de départ. Metz Racing Team s'engage une nouvelle fois pour la prestigieuse Formula Student. Mais cette fois-ci, l'association étudiante passe du monoplace thermique à l'électrique avec un projet baptisé Taranis. Une première qui demande des acquis qui surpassent le simple domaine de l'éducation et de la théorie. Il faut savoir que pour nous c'est très formateur parce qu'à l'ENIM on est une école génie mécanique et pas forcément génie élec. Donc on n'est pas trop apte à faire ce type de véhicule, mais on a su apprendre de par l'aide de nos professeurs et aussi nos connaissances. Et on a pu donc développer toute la conception. De la conception à la fabrication, en passant par les tests,
Cette organisation aux allures d'entreprise demande de l'investissement. Une formation pratique non négligeable qui a demandé à certains de sortir de leurs habitudes afin de pouvoir faire vivre ce projet. Chacun a son rôle et surtout, tout le monde met du cœur à l'ouvrage. La fabrication de notre projet se fait vraiment par les étudiants. Donc on va développer des compétences sur des machines-outils, sur la découpe jet d'eau comme on a vu tout à l'heure. C'est un truc que dans notre formation d'ingénieur à l'ENIM, on va voir et découvrir, mais qu'on va vraiment mettre en pratique sur des projets, sur un projet concret avec le Formal Student. Et ça nous permet vraiment de développer des capacités, des compétences en autodidacte en général, ou avec l'aide de professeurs de fabrication. Un tel projet, pour vivre dans la longévité, demande un investissement physique mais aussi financier. Des pièces au déplacement pour la compétition, tout cela a un coût. Environ 200 000 € cette année, dont une quarantaine de milliers pour la partie électrique. Pour s'y faire, Taranis peut compter sur différents partenaires pour exister, mais aussi sur le financement participatif. En fait, la démarche à suivre, nous, elle va être de contacter énormément de sponsors susceptibles d'être liés au projet, que ce soit par la passion ou que ce soit par le biais de leur domaine d'activité. Puis on a également plein de partenaires qui nous font des donations financières, donc que ce soit local, que ce soit national, que ce soit des subventions. Voilà, on essaie vraiment de toucher tout le monde. Fondé en 2010, Metz Racing Team continue de passer les vitesses. La prochaine étape significative, la révélation du monoplace électrique Taranis qui aura lieu le 8 février prochain. C'est le moment de notre rubrique environnement et on va parler des hérissons avec Emma Facchetti. Bonsoir Emma. Bonsoir. Alors la disparition des hérissons a été annoncée pour 2025, une thématique sur laquelle il fallait qu'on se penche et qui s'est avérée être une fake news. Et oui, vous en avez peut-être entendu parler, le hérisson est-il vraiment amené à disparaître d'ici 2 ans? Pas si sûr. Alors pour revenir sur les faits, tout a commencé avec cette pétition de Sauvons les hérissons, biodiversité en danger. Dans ce texte, le créateur Jean-Xavier Duhart, membre de l'association Sauvons les hérissons, biodiversité en danger d'Aix-en-Provence, interpelle Emmanuel Macron. Il lui demande de prendre des mesures pour empêcher le déclin de la population des hérissons. Alors cette pétition recueille aujourd'hui près de 268 000 signatures. Et ce qui pose problème dans ce texte, c'est cette phrase: on estime que l'espèce hérisson sera quasiment éteinte en 2025. Une idée qui se base non pas sur des études françaises, mais anglaises, selon un rapport publié par la Société britannique de préservation des hérissons en février 2022 dans les zones rurales. Sur une période de 20 ans, la baisse se situerait entre 30 et 75%. Alors en France, il n'y a pas de risque de disparition dans les années à venir, selon Jean-Baptiste Luçon, président du groupement d'études et de conservation de la nature en Lorraine et chargé de mission biodiversité au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Moselle. Au niveau national, il y a une liste rouge qui recense les mammifères menacés. Dans cette liste rouge, le hérisson est listé, mais comme toutes les espèces de mammifères, elles sont toutes inscrites dans cette liste rouge, mais le hérisson a une préoccupation mineure en termes de risque de disparition. Au même titre que le castor ou même le sanglier. Donc le sanglier est une espèce assez commune. Voilà. Donc il n'est pas du tout, au niveau scientifique, classé comme une espèce en danger. Ou en danger critique d'extinction à l'échelle nationale. Mais en tout cas, une chose est sûre, si cette espèce protégée n'est pas menacée, il est clair que le hérisson subit de nombreuses dégradations, notamment de son habitat avec la disparition de haies, des pesticides, sans oublier que le hérisson d'Europe est une espèce les plus affectées par la mortalité routière. Bon, il faut quand même faire attention à ces animaux. Est-ce qu'on a quand même une estimation du nombre de hérissons sur le territoire? Alors c'est impossible à déterminer, faute de chiffres. Il n'y a pas d'études précises scientifiques estimant les effectifs de population au niveau national et encore moins en Moselle. Alors si on trouve un hérisson dans notre jardin ou au bord de la route, on doit faire quoi? Quels sont les gestes? Alors, ça dépend de la situation, de cas de figure. Si le hérisson a un comportement normal, il ne faut surtout pas le toucher, le transporter, interdiction d'en faire un animal de compagnie. Et si l'animal est en détresse, contacter un centre de soins comme le centre de sauvegarde de la faune lorraine, situé à Valleroy, en Meurthe-et-Moselle. Et pour les habitants de Moselle-Est, dirigez-vous plutôt vers le GORNA, le groupement ornithologique du refuge Nord-Alsace à Neuvillers-les-Savernes,
Saverne, dans les Bas-Rhin, en Alsace. Merci Emma pour ces explications. Pas de disparition de hérissons pour le moment. Et pour la suite, eh bien, dans la boîte à malice, aujourd'hui, pas de hérissons, mais encore de belles pépites culturelles. Alicia Hublot reçoit l'auteur et journaliste Bénédicte Fly-Saint-Marie qui publie « Je suis née au son du violon », un livre qui revient sur la vie de Camille Urso, la première musicienne féministe. Au programme également un très bel entretien avec la Canadienne Natacha Saint-Pierre qui se produisait en concert en l'église de Corny-sur-Moselle il y a quelques jours. Elle nous parle ici de son rapport à la foi. Avoir la foi en quelque chose, oui. Je ne pense pas avoir la vocation d'évangéliser les gens. Par contre, je trouve qu'on est dans un monde où tout l'emphase a été mis sur le physique, sur notre corps, sur notre apparence, sur ce qu'on pense de nous. Et donc on soigne beaucoup cette partie physique-là. On mange 5 fruits et légumes par jour, on fait du sport. Mais il y a tout un aspect mental, émotionnel, spirituel qu'on laisse de côté. Et c'est peut-être en partie, en tout cas, ce qui explique une société qui accumule les dépressions, les burn-out et toutes les formes grandes ou petites de pathologies comme ça, parce qu'on ne s'occupe pas assez de son esprit. Et le mot esprit, il est large parce qu'il peut parler de son esprit au terme intellectuel, au terme en sens émotionnel, mais aussi en sens spirituel. Et je pense que globalement, on n'est pas que des êtres de chair et d'os. On a une autre dimension et il faut la nourrir aussi. Que l'on porte une armure, qu'on prie derrière les murs, que l'on prenne les armes, qu'à peine on murmure. C'est un air. Que l'on défile les armes, qu'on s'adresse à Dieu, qu'on se batte jusqu'aux larmes, on ferme juste les yeux. C'est un air. Un entretien sans fausse note à découvrir en intégralité ce soir à 19h dans la boîte à malice. Du football maintenant, le FC Metz blinde l'une de ses pépites, véritable révélation de ce début d'année 2023. Arthur Atta a signé son premier contrat professionnel avec les Grenats. Le jeune milieu de terrain de 20 ans formé au club est désormais lié jusqu'en juin 2026 avec le club de Bernard Serin. Et en volley féminin, ça passe en 8e de finale de la Coupe de France pour le TFOC. Malgré un effectif largement remanié et de nombreux cadres laissés au repos, l'équipe de Romain Pitou a fait le travail à Calais, formation de 2e division. Succès 3-7-1 et une belle dynamique entretenue avec 5 victoires de rang, toutes compétitions confondues, sur la scène nationale en 2023. Les partenaires de Marianne Sidibé tenteront la passe de 6 ce samedi à 20h en championnat face à Marc-en-Barreuil, toujours dans le Nord. Et pour les fans de handball, je vous rappelle que les Dragons affronteront Brest ce soir à 20h30. Le match sera rediffusé dans son intégralité sur votre chaîne Moselle TV ce jeudi à 10h et à 16h45. Mais pour suivre la rencontre en direct, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne TBO, Télévision Brest-Ouest. Et puis, en plus de la hausse du prix de l'énergie, votre eau du robinet coûtera-t-elle plus cher? Réponse avec notre invité du jour. Vincent Matélic, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de la Horne. Avec 11 autres régies et syndicats des eaux, vous tirez la sonnette d'alarme en raison de la hausse du prix de l'électricité. Expliquez-nous en quoi cela a des conséquences sur la continuité du service de l'eau. Oui, bonsoir. Bonsoir. Déjà, c'est pas facile de comprendre pourquoi il y a un impact, je dirais, lié à l'eau. Il faut savoir qu'avant que l'eau arrive au robinet, donc elle est effectivement produite, et donc la production d'eau, c'est amener l'eau jusqu'à l'habitant, jusqu'à l'usager, et pour ce faire, il faut des machines, notamment des pompes, qui sont très gourmandes en énergie, et tout ça fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des collègues avec qui on a signé ce communiqué sont aussi face à une crise énergétique, qui parfois, je dirais aujourd'hui, actuellement, a un impact directement sur l'usager, puisque avant tout, notre recette principale, c'est la vente d'eau. C'est-à-dire c'est l'usager qui nous apporte notre recette afin qu'on produise un service de qualité et un service public de qualité. Alors, vous n'avez pas de bouclier tarifaire, peut-être l'amortisseur dont nous avions parlé sur cette antenne pour les TPE et les PME. Est-ce que vous en avez
Oui, bon, en fait, Vous êtes bénéficiaire ? En fait, nous, on n'a pas de bouclier tarifaire comme l'usager peut avoir un bouclier tarifaire limité aujourd'hui à 15%. Nous, on a un amortisseur qui a été mis en place. Certains collègues ne l'ont pas encore actionné. Donc, nous, pour notre part, au syndicat, on l'a actionné. Et on va, je dirais, réduire cette facture de 15 à 20%. Mais ce n'est pas identique à l'amortisseur que l'usager a, lui, ou le bouclier à 15%. Donc, nous, on n'est pas sur cette optique-là. Nous, ce qu'on demande, c'est d'être d'une équité. Ce qu'on demandait dans notre communiqué, c'est d'avoir une équité par rapport à ce traitement, notamment pour l'usager, parce que l'impact, je dirais, de cette crise énergétique est directement, je dirais, sur l'usager. Sur les images que nous sommes en train de regarder, il y a aussi tout un pan de maintenance de l'eau, s'il y a des fuites, s'il y a besoin de revoir certaines installations. Là aussi, vous subissez des hausses de tarifs ? Oui, ça c'était effectivement dans notre communiqué, puisque la hausse des matériaux a aussi donc été constatée sur des montants parfois de 30 à 40%. Et effectivement, donc ce qui va limiter nos investissements. Et c'est vrai qu'on parlait, et cette journée est bien choisie, parce qu'on parlait de la crise énergétique et puis l'économie en eau potable. Et Christophe Béchu, qui est ministre de la Transition écologique, a annoncé ce matin une série de mesures, dont notamment le plan sécheresse. Donc notamment à l'horizon, donc d'ici quelques années, une diminution de 10% des pompages. Mais si à un moment donné, d'un côté, on a une crise énergétique où nous, on est obligé d'impacter l'usager, donc et de l'autre côté, on est obligé de limiter nos investissements. Donc, je dirais les points noirs qui sont détectés et la perte d'eau sur nos rendements, donc elle sera plus efficace. Puisque aujourd'hui, moi, dans la situation dans laquelle je suis au niveau du syndicat des eaux, donc l'année prochaine, je ne peux plus investir sur le syndicat, à part un fonctionnement normal de réparation de fuite ou de petites choses comme ça. Mais les gros investissements, les gros renouvellements de réseau qu'on aurait eu à faire cette année, on va devoir les reporter à une année antérieure, une année plus tard, donc on ne pourra plus donc agir donc comme on le faisait auparavant. Si aucune mesure c'est ce qui est regrettable et c'est ce que nous on dénonce en fait par ce communiqué. On veut alerter aussi l'usager parce que l'usager peut se poser des questions. Pourquoi nous on est impacté? Encore une fois, ça y est, c'est l'usager qui prend. Nous ça représente sur notre syndicat par exemple une augmentation, je dirais de 4,50 € sur une consommation de 120 mètres cubes. Et donc forcément l'usager va le ressentir. Forcément, c'est une cinquantaine d'euros dans l'année que l'usager va devoir payer en plus sur son eau. L'ensemble des collègues syndicats, que ce soit le CEAF, mes collègues du CEAF, du Ciel, d'Ornaval, du CIVOM de l'Alzette, ou encore du CRW, la régie de Metz Métropole, etc., sont dans cette réflexion. Certains ont projet une augmentation de l'eau, d'autres l'ont déjà effectué, mais à un moment donné, on est tous confrontés à cette crise énergétique. On ne peut pas supporter ces dépenses supplémentaires qui sont parfois multipliées par 4, c'est mon cas. Et donc aujourd'hui, on n'arrivera pas à assumer, je dirais, ces augmentations. Donc, et à un moment donné, on apparaît un peu comme les oubliés, alors qu'on est un service primordial au niveau de l'usager. On n'a pas le droit de couper l'eau chez un habitant quand même. Alors finalement, que souhaitez-vous concrètement mettre en lumière avec cette pétition? L'État doit faire quoi finalement pour tous ces syndicats et régies d'eau et d'assainissement? Nous, on souhaiterait avoir un traitement équitable, c'est-à-dire qu'on a un bouclier pour l'usager aujourd'hui, pour l'usager domestique, on a ce bouclier de 15%. Nous, on souhaiterait que cette facture diminue. Moi, aujourd'hui, par exemple, sur l'année 2022, je suis passé de 500 000 € à presque 2 millions d'euros. Donc, j'ai multiplié par 4 mon budget. Les prévisions de l'an prochain sont identiques. Et à un moment donné, on alerte, nous, l'usager, qui peut, à un moment donné, s'interroger sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer. Mais nous, aujourd'hui, on ne peut pas subvenir, je dirais, à un fonctionnement correct, distribuer une eau de qualité, parce qu'on distribue une eau de qualité potable, donc en qualité avec les contrôles qui s'effectuent derrière, avec les pompages, en nous disant aujourd'hui, voilà, vous avez une facture à payer qui concerne l'énergie, alors qu'elle a été multipliée par 4. Et de l'autre côté, le gouvernement nous dit aussi à un moment donné, il faut évacuer les points noirs et à un moment donné traiter les fuites, faire des économies. Et à un moment donné, nous, on demande de l'aide. Donc, et à un moment donné, il faut aussi que ça sache. Là, on était 12 structures à signer ce communiqué, ce qui représente quand même presque 400 000 habitants sur le territoire. C'est important. Et on est tous confrontés à cette situation-là. D'autres le seront demain, parce que donc on a chacun nos contrats qui s'arrêtent à un moment donné. Le mien s'était arrêté en mai dernier, donc à partir de là, on est reparti sur un autre contrat, et à partir de là, d'autres syndicats vont avoir la même chose
que ce qu'on subit actuellement au syndicat des eaux de la vallée de Gravelotte et de la vallée de l'Orne. Un effet boule de neige, on l'a bien compris. En tout cas, on espère bien sûr ne pas être à sec de sitôt. Merci beaucoup pour vos explications. Et puis pour terminer, laissez-moi vous raconter l'incroyable parcours de cette croix de la Seconde Guerre mondiale. Richard Lewis, soldat américain déployé à Beach, découvre cette croix à proximité du corps d'un malheureux civil tombé pendant la guerre. Très croyant et parce qu'il avait déjà vu pas mal d'atrocités, il décide de la récupérer en signe de protection. Après la guerre, il l'aura conservée jusqu'à sa mort en 1978. Et puis c'est son fils qui en a hérité et qui l'a conservé, et puis a décidé de restituer cet objet à un homme d'église à Beach. Elle est donc partie du Texas il y a peu et fera l'objet d'une bénédiction lors d'une messe spéciale avant de rejoindre l'espace mémoire de la ville de Beach pour de nombreuses années de transmission et d'histoire. Et pour la suite de votre programme, Jean Milon fera face à Anya Gauer, comédienne et réalisatrice mosellane. La boîte à malice vous attend également à 19h pour faire le plein de culture. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.